Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à l'épisode numéro 10 de notre super podcast Popcorn Aigre Doux. Popcorn aigre doux. Et juste à temps pour Halloween. Alors, Popcorn Aigre Doux, c'est quoi, Michel? Popcorn aigre doux, c'est une émission où deux mecs bourrés vous font des leçons de vie en prétextant de parler de films. C'est exactement ça. C'est 2 films, 2 amis, un thème par mois. Qu'est-ce que tu bois? Alors, aujourd'hui, je bois une bière du Yukon qui est brassée à Whitehorse parce que j'étais récemment à Whitehorse chez une très bonne amie. Le Yukon, c'est au nord-ouest du Canada. C'est la région où il y a eu la ruée vers l'or et où il y a beaucoup de grizzlies. Heureusement, je n'en ai pas vu, mais c'est magnifique. Je recommande à n'importe qui veut y aller. Mais bon, tout ça pour dire, je bois une bière du Yukon brassée à Whitehorse. C'est une Pale Ale, donc une IPA, comme ils disent. Et elle s'appelle Pingo. Et d'ailleurs, bon, super mignon. C'est une espèce de yak. Et toi, Louis, qu'est-ce que tu bois? Eh bien, moi, je bois classiquement une Jeanlin. Une Jeanlin qui est une bière belge. C'est en Belgique, Jeanlin? Ou c'est dans le nord de la France? Une bière entre le nord de la France et la Belgique? Ouais, ça sonne nord de la France, je dirais, Jeanlin. Jeanlin. Jeanlin, ça pourrait tout à fait être du nord de la France. En tout cas, c'est une bière blonde, pas très forte, mais plutôt sympa. De la brasserie Deuk, une brasserie familiale et indépendante depuis 1922. Bon, qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre, Michel, chaque année? Eh bien, il y a les feuilles qui tombent. Il y a aussi les morts qui reviennent à la vie. Le soir d'Halloween, ou la Non. Toussaint, comme on dit en France. Mais non, mais Halloween, c'est le temps des citrouilles, le temps des pumpkin spice latte, le temps des chocolats chauds et des frissons en regardant des films d'horreur. Exactement. Et donc, tremblez ce soir, chers auditorices, parce que c'est un sort que nous allons vous jeter. Le comte Dracula et la créature du professeur Egrenstein vous présentent leurs amis insaisissables. Une chauve-souris? Mais non, des amis envoûtantes. Ah, des danseurs de cabaret. Mais non, des amis, tu sais, là, qui utilisent des balais. Hein. Ah, je sais. Un serveur de café. Non, des amies stupéfiantes. Des magiciennes. Ah, pas loin, tu te rapproches. Ce soir, on vous parle de sorcières. Sorcières. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est 3 films que nous vous présenterons ce soir. C'est comme les sœurs Halliwell dans Charmed. C'est le pouvoir des 3. C'est ça. Ou le pouvoir des sœurs de Hocus Pocus. Bah, c'est marrant, Louis, que tu parles d'Hocus Pocus. Parce que, figurez-vous qu'on a d'abord choisi un film qui a marqué notre enfance, en tout cas Louis et moi. Et je pense qu'il a marqué l'enfance de pas mal de gens qui ont grandi dans les années 90. C'est Hocus Pocus ou Putain. J'ai même pas encore bu une seule gorgée de ma bière, je précise. Abracadabra au Québec. Et Hocus Pocus en anglais. C'est un film américain écrit par Mick Garris et Neil Cuthbert et réalisé par Kenny Ortega qui est sorti en 1993. On y suit les péripéties de Max, un ado américain typique des années 90, entouré de sa petite sœur Dani et de la fille sur laquelle il a un crush, Allison. Et en fait, Max va accidentellement ramener à la vie les 3 sœurs Sanderson, de terribles sorcières, avides d'aspirer la vie de tous les enfants de Salem. Et dans le rôle des 3 sorcières iconiques, on retrouve Bette Midler, Sarah Jessica Parker, oui, bien Sarah Jessica Parker de Sex and the City, et Cathy Najimy.
Et donc le deuxième film de notre sélection, c'est aussi un film nord-américain, américano-canadien pour être précis, c'est The Witch, ou The Witch, ou La Sorcière au Québec. C'est le premier film réalisé par Robert Eggers, et cette fois-ci on aperçoit une façade qui est pas très drôle de la sorcière. C'est un film qui se passe au XVIIe siècle, on y suit une famille exilée de la communauté s'installer dans la campagne donc de la Nouvelle-Angleterre. Et au coin du bois près duquel il s'installe, il y aura une sorcière qui aura bien vite raison de la petite famille. C'est un film qui a ceci de particulier que contrairement à Hocus Pocus, on y retrouve une figure bien plus traditionnelle de la sorcière, plus proche des récits des sorcières telles qu'on pouvait les raconter ou si on les prend au premier degré. C'est un film qui a été récompensé par le prix de la mise en scène au festival de Sundance, excusez du peu. C'est également le film qui a révélé Anya Taylor-Joy, qu'on a vu depuis dans des séries comme Peaky Blinders ou Le Jeu de la Dame ou le film Split, par exemple, de Shyamalan. Et bientôt dans Last Night in Soho, qui est un film que j'ai envie de voir et où elle joue. Voilà, un film d'Edgar Wright. Oui, Edgar Wright, qui est un très bon réalisateur britannique, qui a fait notamment la trilogie Cornetto avec Shaun of the Dead, comment ça s'appelle, Hot Fuzz, Et Dernier pub avant la fin du monde. et aussi Baby Driver. Enfin bref. Oui, enfin Baby Driver, c'est pas du tout un film mémorable. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais... Bon, moi j'avais passé un bon moment au cinéma. On n'a même pas fini le film. Ah ouais? Ah ouais, Ah, moi j'avais trouvé ça fun au cinéma. Mais bon. ok. Bon, écoute, Bref. ça ce sera un débat pour une autre fois, parce qu'on va... parce que là je vais me lancer. Le troisième film, le troisième film est aussi celui qui est sorti le plus récemment, que ce soit au cinéma ou sur Netflix, en fonction du pays où vous êtes. C'est Les Sorcières d'Akelar, ou Akelare, tout court, son titre original, ou Coven of Sisters en anglais, si jamais vous le cherchez sur Netflix, comme ici au Canada. Il s'agit d'un film hispano-franco-argentin, réalisé par Pablo Aguero. Aguero. Sorti... Comment? Si tu mets un tréma sur le us pour qu'on l'entende le U. C'est comme le I en français. Agüero, du coup. Ouais. Donc, je répète, par Pablo Agüero. Sorti en 2020, en Espagne en 2021 en France. Le film se déroule en 1609 au Pays Basque, où 5 jeunes filles d'un village de pêcheurs sont arrêtées et accusées de sorcellerie. Donc c'est vraiment à l'époque de... Est-ce que c'est à l'époque de l'Inquisition? Ouais, c'est l'époque de la Grande Inquisition. Ouais. C'est un film qui a non seulement été salué par la critique, mais qui a également envoûté la cérémonie des Goya. Les Goya, ce sont les plus grandes récompenses pour le cinéma en Espagne, où il a notamment reçu les prix de la meilleure direction artistique et des meilleurs costumes, tout en étant nommé dans la catégorie meilleure actrice pour Amaya Aberasturi, meilleure production et meilleure photographie. Avant de passer à la suite, on vous fait un petit alerte divulgachage. Spoiler alert. Oui. Oui. Oui, on parce qu'on va parler en long et en large des 3 films. Ouais. Donc, si vous ne les avez pas vus, vous pouvez tout de même écouter cet épisode parce qu'on va bien expliquer ce qui se passe dedans. Mais si vous avez encore le temps, on vous encourage fortement à les regarder. Ce sont 3 bons films pour des raisons très différentes. Et donc, mettez cet épisode en pause et allez regarder les films. Puis, c'est vraiment la bonne saison pour les regarder tous les 3. Alors, pour ceux qui sont restés avec nous, on va peut-être commencer la partie duel. Le concept, c'est qu'en gros, on a tous les deux vu les 3 films, on a tous les deux fait une petite recherche, et maintenant on en parle et on se fait la guerre, parce qu'on pense pas forcément la même chose des films. Et ça va commencer à partir de maintenant. Un petit truc que j'aimerais dire avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que les sorcières dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la vision des sorcières occidentales occidentales dans la pop culture. Donc on va pas trop toucher aux différents types de sorcières qu'on peut retrouver par exemple en Afrique ou en Asie. C'est juste pour préciser ça, parce qu'en fait, j'ai eu la surprise, bizarrement, de découvrir ça en regardant les 3 films. C'est que les 3, enfin pas les 3 sorcières, mais les 3 types de sorcières présentées dans ces films sont
viennent toutes du XVIIe siècle et soit d'Europe, soit de l'Amérique du Nord, mais donc de descendance européenne. Et donc c'est marrant de se dire que c'est vraiment dans cet imaginaire-là qu'est ancrée l'image de la sorcière qu'on retrouve le plus communément dans la pop culture occidentale aujourd'hui. Merci pour ce point woke. Pardon. Je suis un Ewok, mais pas un wok. Ouais. Moi, j'aime bien faire la cuisine avec le wok. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, ces films-là, ils présentent la sorcière de manière... c'est en gros les mêmes sorcières, ça vient de la même origine, mais qui les présente de 3 manières différentes. D'un côté, on a dans Hocus Pocus... Non, on va commencer par The Witch, qui est une vision, si jamais on prenait au pied de la lettre les récits qui avaient été faits, et surtout les racontards. Non, c'était une sorcière. Je l'ai vue dans son long manteau près du bois. Et ce qui est resté dans l'écrit de la figure de la sorcière par l'Inquisition, qui avait un intérêt à écrire l'histoire des sorcières de cette manière-là. On considère la sorcière comme elle est présente dans The Witch, c'est-à-dire elle est maléfique, dangereuse, vieille ou jeune, elle peut se transformer, elle célèbre le diable, elle fait des messes noires la nuit dans la forêt, elle pervertit les hommes, etc. Dans Hocus Pocus, on retrouve une vision plus pop et plus Halloweenesque de cette figure de la sorcière-là, c'est-à-dire qu'on garde l'essence, sauf que c'est vraiment une sorcière pour enfants, quoi, qui en sort. C'est-à-dire qu'elles veulent manger des enfants, etc. Mais c'est toujours un aspect rigolo. Elles sont habillées n'importe comment. Elles ont des coupes de cheveux complètement improbables. Ouais, c'est un petit peu comme si The Witch, c'était vraiment prendre au pied de la lettre, donc ces récits de sorcières. Et d'ailleurs, Robert Eggers a écrit le film en se plongeant dans des archives et des récits historiques de procès de sorcellerie ou de choses qui ont été racontées. Mais en ne choisissant cependant que les récits premier degré. C'est-à-dire qu'il a voulu prendre, et c'est un vrai choix artistique qu'il a fait, aucun regard critique sur ces récits-là. Et il a même éliminé toutes les pièces qui peuvent amener à penser à un regard critique, parce que c'était pas du tout son objectif. Son objectif, c'est de faire un film de sorcière, en prenant la figure de la sorcière telle qu'elle existait dans un certain imaginaire populaire, quoi, au XVIIe siècle. Oui, mais du coup, il l'a filmé presque de manière réaliste. Là où Hocus Pocus, je veux dire, ça s'inspire un peu du même folklore, mais où là, ça prend plus la forme du conte et ça reste dans le domaine du coup du récit un peu enchanteur où les sorcières, ce sont des personnages très hauts en couleur qui sont à la fois terrifiantes mais attachantes et je veux dire, on en parlera plus, mais assez drôle en fait. Et cette image de la sorcière, elle a une origine plus récente. C'est plutôt avec Roald Dahl aussi, qui a écrit, qui a un peu revisité aussi le mythe de la sorcière sous un aspect un peu enfantin. Et qui a donné cet aspect-là qui est plus ce ne sont plus que des croque-mitaines, ce qu'elles pouvaient être apportées auprès des enfants comme des croque-mitaines. Non, elles peuvent aussi être objets de drôlerie, d'univers décalé, etc. Et dans Akelar, on voit la figure de la sorcière telle une figure plus historique, dans le sens où tel que ça aurait pu être compris justement en enlevant tout le côté fantastique de la sorcière et en ayant par contre là un regard critique sur les récits de sorcières qui étaient faits. Et il y avait un intérêt, il y a quand même eu une chasse aux sorcières dans l'Inquisition, il y a des chasses aux sorcières en Amérique du Nord qui ont plein de raisons, des raisons notamment d'hallucinations collectives, des raisons de micro-sociétés dans des villages, de guerre de jalousie, etc. Et aussi des raisons liées au patriarcat, parce que des fermes indépendantes, c'est dangereux, et du coup, il faut trouver une manière de s'en débarrasser, et la sorcière, c'est une manière géniale de s'en débarrasser. Autour desquels il y a eu tout un tas de mythes qui ont été montés. Et dans Akelar, on voit plutôt ça, c'est-à-dire un groupe d'hommes qui jugent ces 5 jeunes filles-là. Elles ont, je sais pas, entre 13 et 16 ans, 18 ans. 16 ans, ouais, max. Ouais. Maximum 18 ans, quoi, et la plus jeune doit avoir 12-13 ans.
et, euh, et où on les suit comme ça. Et en fait, il les pousse à se positionner par rapport à eux, une idée qu'ils se font d'une femme dangereuse et super envoûtante sexuellement. Et en fait, elles n'ont pas le choix de se positionner par rapport à ça parce qu'elles sont enfermées dans un système où on les force à se positionner par rapport à ça. Et du coup, Akelar prend plus ce contre-pied-là, quoi, par rapport à The Oui. Witch. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il se passe à quasiment 20 ans d'écart, alors à un continent d'écart. Mais les deux films, dans leur diégèse, se passent à 20 ans d'écart, quoi. Non, non, c'est vrai. Et en faisant des petites recherches sur le film, Les Sorcières d'Akelar. Alors, Akelar, je ne le prononce probablement pas bien. Je ne sais pas si Akelar ou Akelare. Euh, En basque, ça veut dire le bouc. Mais c'est aussi considéré comme le lieu où les sorcières se retrouvent le soir pour effectuer leur danse rituelle, le sabbat. Et, euh, et c'est vraiment cet imaginaire qui s'est bâti pas mal au Pays Basque, qui a nourri aussi les fantasmes des sorcières qu'on retrouve dans The Witch, notamment avec le book Black Phillip. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et aussi en, en regardant Akelar et en lisant dessus, donc ça a été pas mal inspiré par les récits de Pierre de l'Ancre, qui était un magistrat français qui est allé au Pays Basque au XVIIe siècle Ouais. et qui a pas mal contribué du coup au procès de sorcellerie et donc je veux dire, à la mise à mort et à la torture horrible de milliers de femmes à cette époque. Et donc dans le film, de ce que j'ai compris, l'inquisiteur, le personnage de l'inquisiteur, c'est Pierre de l'Ancre. Et ça m'a rappelé un livre que j'ai lu cet été qui s'appelle Le cartographe des Indes boréales. Euh, et mais c'est juste, c'est aussi un roman un peu d'aventure qui se passe au Pays Basque à la même époque, un petit peu plus tard, et qui parle aussi de tous ces procès de sorcellerie dans cette région. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant comment finalement ce mouvement d'inquisition dans cette finalement petite région d'Europe a tellement nourri les imaginaires liés à la sorcellerie et aussi à la chasse aux sorcières. Ouais, ouais, absolument. En même temps, je veux dire, ça a été aussi, même politiquement, un exemple hyper important. Dans un territoire qui était difficile à maîtriser, où il y avait une Oui, population qui parlait une langue, le basque c'est quand même une langue qui est très particulière, qui est très éloignée des langues latines, très éloignée des langues même indo-européennes, c'est un autre groupe linguistique. Donc c'est très peu accessible aux tout venants par rapport à d'autres langues qui pouvaient être parlées à la langue d'oc ou d'oïl, etc., qui étaient des langues qui pouvaient être compréhensibles, en tout cas avec un peu d'effort. Le basque, c'est en particulier, ça a une culture particulière et qui revendiquait son indépendance. D'ailleurs, on le voit en Espagne, par exemple, aujourd'hui, le Pays Basque, c'est une communauté autonome, au même titre que la oui, Catalogne ou la Galice, et donc qui est pas sous le même, qui a ses lois particulières, etc. Son autonomie spécifique. En France, il y a eu la centralisation, l'idée de récupérer ces territoires-là. Et l'Inquisition a été utilisée comme un outil politique aussi pour mater des populations qui étaient récalcitrantes. Et c'est un exemple aussi qui politiquement a été récupéré par d'autres. Et du coup, l'imaginaire de la sorcière déjà est convoqué des images très fortes, mais il était aussi très utile parce qu'on a vu que là ça marchait, et donc il y a aussi des phénomènes de reproduction oui. politiquement par des dirigeants politiques en disant bah super, en fait on a qu'à juste lancer des pensées en sorcellerie partout où on a des problèmes, et en fait ça règle les problèmes, quoi. Parce qu'on peut s'autoriser à faire des trucs complètement improbables que sinon on a du mal à s'autoriser, quoi. Oui, et d'ailleurs, j'ai vu que c'était un des derniers peuples natifs d'Europe, en tout cas de l'Ouest, qui a été christianisé. Hmm. Assez tard, je crois, au XIIIe siècle ou un truc comme ça. Je sais pas, mais effectivement. Et c'est vrai que le réalisateur l'a dit lui-même dans une interview, il voulait faire un film de sorcière sans sorcière. Hmm.
donc où la figure de la sorcière est vraiment vue dans la projection que ces hommes d'église et même ces hommes tout court se faisaient de ce que pouvait être une sorcière, de ce qu'elle pouvait faire pendant le sabbat. Mm. Et du coup, il y a ce personnage de l'inquisiteur dont le fantasme finit même par le dépasser. Mm. Et c'est assez intéressant. Et de voir comment ces jeunes filles qui sont prises au piège, et elles savent qu'elles vont y perdre la vie, très potentiellement, leur seule façon d'espérer pouvoir s'en sortir, c'est d'en fait jouer ce jeu. Mm. Et de dire oui, c'est vrai, on est des sorcières, on est maléfiques, on a des pouvoirs, et d'ailleurs on va vous montrer à quoi ça ressemble un sabbat, et elles essaient de s'enfuir comme ça, mais c'est davantage dans la projection là où The Witch, il y a un doute quand même pendant une partie du film sur est-ce que ça se passe vraiment ou pas. Et à la fin, ça confirme que les fantasmes étaient vrais. Mm. Enfin, en tout cas, qu'il y a bien une sorcière qui est méchante et qui a le diable qui essaie de recruter des jeunes filles. Mais ce qui est même d'ailleurs traditionnellement ce qui se passe dans les films de sorcières. Et c'est là où Akelar a aussi mais je trouve qu'il est sa limite à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il reprend finalement, il a une démarche d'un historien du 19e siècle, quoi. Sauf qu'on est en 2021. Enfin, il déclare d'ailleurs s'inspirer aussi de l'essai Les sorcières de Jules Michelet, donc un historien qui a quand même beaucoup participé au renouvellement de la discipline historique. Oui. En France et dans le monde aussi, ça a quand même pas mal rayonné en faisant une histoire des mentalités et du coup en sortant de l'histoire politique ou de l'histoire bataille pour simplement expliquer l'histoire du monde, des peuples, etc. Et donc Michelet avait comme ça repris justement la sorcière en disant en fait on va parler de la sorcière comme un phénomène politique, social et de domination des hommes sur les femmes et donc le réalisateur d'Akeller, j'ai oublié son nom, Aguero, reprend ça à son compte et c'est tout à son honneur. Mais c'est là où du coup il y a et en fait malheureusement c'est aussi en fait ça arrive jamais souvent même quand il y a un doute ou une ambiguïté sur les sorcières, en fait il y a quand même toujours ça se termine toujours par en fait c'est quand même des vraies sorcières, qu'elles soient gentilles ou méchantes ou peu importe. Et là c'est un peu genre en fait juste elles sont pas des vraies sorcières quoi, tu vois, c'est juste des 5 pauvres filles d'un village qui se font complètement maltraiter pendant quelques jours et comprennent rien à ce qui leur arrive. Enfin, je veux dire, c'est horrible quoi. Oui. Et c'est là aussi où je trouve que le film a un peu sa limite parce qu'il va pas non plus au-delà dans une figure plus contemporaine ou de la réappropriation par les femmes de la figure de la sorcière. Oui. Par le féminisme, etc., où ça aurait pu aussi se jouer à cet endroit-là. Et à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de films qui ont cette vision-là de la sorcière ou des films plutôt confidentiels. Moi, j'en ai vu, mais des choses plus confidentielles. Des courts-métrages, d'écoles, d'étudiantes en école, etc. Mais j'ai pas trop vu de cinéma grand public qui traitait de ça. Mais par contre, effectivement, quand tu parles de projection, moi j'aime bien ça. Je trouve que Akelar, c'est vraiment un film sur le regard masculin, quoi. Le male gaze. Et en fait, comment est-ce qu'en portant un regard masculin et lubrique, parce que Pierre Delancre, il est quand même ultra lubrique, et le mec, il est en train de se mouiller dessus pendant la moitié du film, quoi. Ah oui, non mais c'est vraiment malaisant en fait de voir que le mec il est oui, c'est ça. On a l'impression qu'il va avoir un orgasme à chaque fois qu'elle lui parle de sabbat et qu'en fait ça c'est vraiment pour moi là où ça rejoint le domaine du fantasme. T'as l'impression de voir, tu sais, les personnes qui font du jeu de rôle pendant du sexe. En tout cas, c'est ce qu'on s'imagine. Non, mais tu sais, où il y a un peu ce jeu du genre, ouais, vas-y, je sais pas, t'es un pompier, viens, j'ai le feu dans ma cuisine, viens éteindre le feu. Et t'as l'impression qu'il fait ça un peu avec elle, mais
sur le thème des sorcières et du sabbat. Et elles sont juste... elles sont pas si démunies que ça, parce que très vite, elles rentrent un petit peu dans ce jeu de résistance pour un peu les manipuler. Et elles essayent des choses d'ailleurs, il y a des trucs au début, elles prennent ça un peu à la rigolade. De toute façon, c'est tellement idiot qu'en fait, juste, il y en a une qui en va comme ça en rigolant, en disant, de toute façon, c'est n'importe quoi, et elle fait un peu un Ouais, côté fofolle, etc. Et en fait, ça se passe ultra mal. Euh, oui, très très mal. et Ça termine en torture pour elle. ouais, Parce que faut juste comprendre, en tout cas, c'est comme ça que le film nous le présente. T'as 5 gamines qui sont dans leur village en train de tresser des trucs. ouais. Et à coup, il y a des gardes qui arrivent et qui les chopent. Comme ça, un peu sans aucune raison. Alors que les hommes sont pas là en plus, qu'ils sont partis à la pêche. Enfin, il y a une espèce aussi il y a pas d'État à ce moment-là en fait. Elles sont un peu démunies au niveau légal, elles ont aucun recours quoi. Elles sont seules, elles se retrouvent très vite très seules. Mais tu vois, je trouve ça intéressant que tu dises que Kakelar, c'est un film sur le male gaze. Et je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, Et en fait, en préparant cet épisode, un autre truc dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, ce sont 3 films sur les sorcières, tous réalisés par des hommes Hmm. et écrits par des hommes. Hmm. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que la sorcière, c'est une figure qui est de plus en plus reprise, comme tu l'as dit, dans des milieux féministes ou questionnée par rapport au thème du féminisme. Hmm. Et je serais du coup... et d'ailleurs, si dans les auditories, vous avez des bonnes recommandations de films de sorcières écrits et réalisés par des femmes, je serais curieux d'en voir. Hmm. Hmm. J'en ai peut-être déjà vu, mais sans m'en rendre compte, mais je serais vraiment curieux parce que finalement, je me dis, ces 3 films aussi restent pas mal prisonniers de ce male gaze, Hmm. où la sorcière, même quand elle est malmenée, je trouve qu'il y a toujours un peu cet accent paternaliste Hmm. de la jeune fille victime euh, qui est incapable de reprendre le dessus sur Ouais, son destin, à moins qu'un homme, lui, essaie de la sauver. absolument. Et c'est un peu moi alors The Witch encore une fois on est presque dans l'exercice de style et donc du coup c'est pas très gênant mais ça questionne quand même aussi sur son intention quand il a voulu faire ce film. Euh, Parce que pour le coup ça questionne à aucun moment ce rapport-là quoi. Après, ça questionne d'autres choses qui sont intéressantes. Ah oui, non, super intéressante. Mais pas du tout ça. Et Thomasine, par exemple, qui est le personnage qui est interprété par Anya Taylor-Joy et qui est d'une certaine manière le personnage principal du film, qui est une jeune adolescente, enfin une adolescente même, non, pas très jeune, elle doit avoir 16 ans, qui est l'aînée de la famille. Et avec, du coup, elle a un petit frère, un deuxième petit frère qui est bébé, elle a des jumeaux enfants aussi, un garçon, une fille. Elle aide beaucoup à la famille, à la maison, tant plus que la famille part s'installer au fin fond de la Cambrousse, quoi. Mm. Et effectivement, elle est quand même assez victime de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle arrive à aucun moment à reprendre la situation en main. Et à chaque fois qu'elle est aidée, c'est toujours aidé par un homme qui lui file un coup de main, quoi. Et que ce soit son père, son petit frère ou le diable, c'est toujours un homme qui lui file un coup de main, quoi. Non, mais c'est ça. Et même à la fin, où il y a une pseudo-libération de de sa condition, entre guillemets, de femme qui doit respecter sa famille et juste obéir aux ordres de ses parents et en attendant de partir dans une autre famille pour la servir. À la fin, elle a une pseudo-libération, donc après une longue suite de tragédies, elle finit par accepter
le pacte avec le diable et de devenir une sorcière. Donc ça, c'est la toute fin du film. Aimerais-tu savourer le goût du beurre? Aimerais-tu vivre une vie de délices? Oui, tout cela. Et où il y a une espèce de moment où elle semble reprendre le dessus parce que, tu sais, elle se met nue, là, d'un coup, on lui propose enfin une vie qui semble plus grande, plus pleine de délices. Mais en fait, elle s'enferme juste dans un autre système d'oppression parce que elle devient du coup à la merci du diable. C'est pour ça que je parle de pseudo-libération. En fait, c'est le commentaire que moi j'y ai lu, c'est que pour une jeune fille de cet âge, à cette époque, il y avait aucune issue heureuse. Bah, oui ou non, parce qu'en fait, t'avais quand même alors, c'était pas une époque qui permettait beaucoup ça, mais en fait, il y avait des femmes qui vivaient seules, il y avait des veuves qui avaient la gestion de la maison, il y avait des jeunes filles qui refusaient de se marier et qui menaient une vie marginale Oui. et le film propose pas ça non plus, quoi. Non. Mais c'est le commentaire que j'ai compris en voyant le film. Mais du coup, ces femmes-là, à cette époque, ces femmes dont tu parles, les veuves, les personnes qui refusent le mariage, elles pouvaient être très facilement accusées de sorcellerie. Ah oui, absolument. Mais tout à fait. Mais Parce que c'est juste là où effectivement c'est un peu. Je trouve que ça passe un peu aussi encore une fois à côté d'un truc quoi. Mais comme dans Quelle heure aussi, parce qu'on montre pas non plus ni des figures de femmes indépendantes, ni en fait elles se font quand même avoir. À la fin, elles finissent quand même par mourir. oui, on présente aussi leur mort comme une forme de libération. C'est un truc un peu poétique, genre ce sont des mouettes qui se sont envolées, mais en Ouais. fait elles sont quand même elles sont obligées de se jeter Du haut de dans la la mer falaise. parce que elles ont plus d'autre issue. Ouais. Et je trouve que ça passe aussi à côté du coup de cette figure-là de la sorcière positive, c'est-à-dire de la femme en fait autonome, forte, ou celle qui refuse C'est ça. d'avoir des enfants, euh, ou celle du coup d'une vieille femme quoi, encore en activité et qui gère sa vie toute seule. Et je trouve que ça en voit pas trop. Et d'ailleurs, l'apparition aussi de la sorcière comme une figure populaire ou en tout cas utilisée politiquement, c'est quelque chose qui est apparu aussi à la Renaissance, après le Moyen Âge, mais pendant le Moyen Âge, ça arrivait fréquemment. Alors c'est pas non plus une époque dans laquelle il y avait un épanouissement des femmes, hein, c'est pas du tout ce que je raconte, mais il y avait. On a pas mal quand même de traces historiques de veuves qui continuent à avoir la gestion en fait des affaires du mari toutes seules et qui du coup transmettent leur héritage. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelait le matrimoine. C'était ce qu'elles transmettaient à leurs enfants. Non, mais en tant que mère, Ouais. et il y avait quelque chose aussi de possible par rapport à ça. Et même s'il y a eu l'Inquisition, même s'il y a eu les procès de sorcières en Amérique du Nord, il y avait quand même des femmes aussi qui étaient autonomes, indépendantes, etc. Et aucun de ces films ne montre ça. Et le pire pour ça, c'est vraiment Hocus Pocus, où là, c'est un film des années 90, qui est donc un film assez 90, ouais, ça, populaire, un film sexiste, donc, et qui s'assume, et dans Oui. lequel les personnages féminins sont vraiment à la ramasse. Ouais. Mais pour le coup, tu vois, Hocus Pocus, en le regardant, je me suis dit, enfin, les deux autres films de Witch et Akelar sympathisent quand même avec le personnage de sorcière, qu'il soit vrai ou imaginé. Mais je trouve que finalement, Hocus Pocus est celui qui te force le plus à les aimer, les sorcières. En fait, c'est ce que j'aime bien dans Hocus Pocus, c'est qu'en fait, ce sont vraiment les trois sorcières, les personnages principaux du film, plus que les enfants qui sont... à la limite, la petite fille, elle est rigolote, mais ils sont plus genre énervants, irritants. Tu veux parler de la petite fille de 8 ans qui À arrête pas de parler de la- la virginité de son frère? Oui. Oh, mon Dieu. C'est marrant de voir comment ce film, donc, a été produit par Disney.
Enfin, on en parlait, je pense qu'ils ont un peu raté leur cible. Tu vois qu'ils essayaient de plaire à la fois aux enfants, parce qu'il y a, il y a des côtés très enfantins dans ce film, mais aussi aux adolescents, un petit peu aux adultes. Donc c'était un peu la comédie familiale qui devait rassembler tout le monde, qui devait faire un peu peur, qui devait faire un peu de blagues de sexe, mais pas trop non plus. Et du coup, ça donne lieu à des choses trop bizarres, où la gamine qui est censée avoir 8 ans, qui arrête pas de parler de la virginité de son frère, qui dit « Mon frère est un vierge parce que c'est parce qu'il est un vierge qu'il a allumé une bougie magique qui ramène les sorcières, bref. » Et en plus, il est vierge. Le chat s'appelle une Binks, tu vois, et il cause mon frère est encore vierge et il a allumé la bougie à flamme noire. Je savais qu'un jeune crétin encore vierge risquait d'allumer cette bougie. Et oui, non mais ça c'est... En même temps, tu vois, là, quand j'y pense, c'était quand même Disney aussi, avec Hannah Montana, tu vois, qui promouvait aussi, tu vois, et avait fait des actions en faveur de la virginité, ou comment s'appelle cette chanteuse? Miley Cyrus. Oui, mais tous les chanteurs Disney de cette époque-là, ils étaient dans un truc où ils promouvaient la virginité avant le mariage. Mais c'est pour ça que je me dis Disney ferait pas un film comme ça aujourd'hui. Je sais pas s'il y a eu un changement de direction. Je sais pas. Ah oui, toi tu verrais du coup Hocus Pocus comme une façon de promouvoir la virginité, alors que moi je trouvais que c'était plutôt une façon de la moquer. Bah, en fait, non, parce que au début, ils s'en moquent un peu, tu vois, les gens sont un peu genre, oh, il est vierge, notamment le faux policier qui se fout de sa gueule, mais après, c'est beaucoup dit, et lui, il est un peu genre, ouais, bah, ok, enfin, tu vois, il y a un truc, en fait, c'est, au bout d'un moment, ça devient un non-sujet, quoi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a des choses très très sexuelles en sous-texte. Par exemple, le personnage de Sarah Jessica Parker, c'est la sorcière qui est pour le coup beaucoup plus voluptueuse. Ouais, mais c'est une vilaine, et d'ailleurs, son amant est le mec qui a osé coucher avec Sarah alors qu'il était avec Winifred. Lui, il se Oui. retrouve condamné à être un mort-vivant et avoir la bouche cousue et... Billy Butcherson était l'amant de Winifred. Mais un jour, elle l'a vu folâtrer avec sa sœur Sarah. Alors elle l'a empoisonné. Et elle lui a cousu la bouche avec une aiguille. Pour que même mort, il ne raconte aucun secret à Sarah. Enfin, tu vois, il le paye quand même de... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, en dehors de la virginité des personnages, et peut-être promu par Disney dans ce film, mais j'étais vraiment triste qu'elle meure à la fin. Je me souviens de ça en étant enfant, que à la fin, alors que tu sais que ce sont des méchantes et qu'elles veulent aspirer la vie des enfants, t'as envie, enfin moi j'avais envie qu'elles continuent à vivre, et je trouve même leur scène de mort où genre elles explosent dans des rayons de lumière, belle et presque émouvante. Ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'aimais pas trop quand elle crevait à la fin. Je trouvais que c'était un peu triste. En fait, c'est elle qui porte le film, celle aussi qui apporte le côté décalé, le côté fun. Il y a notamment toute la scène des parents qui sont à un bal d'Halloween de parents. Oui. Et où les parents tentent des trucs. Alors en plus, la famille de Max, qui est du coup le héros du film, vient de Los Angeles. Et donc les parents, on sent qu'ils sont un peu en décalage aussi avec le reste. Sa mère, elle s'habille en Madonna. Non, mais c'est vraiment le film d'adolescent où les parents, ils sont complètement dépassés par par leurs ados. Leurs ados vivent des aventures complètement rocambolesques et les parents arrivent toujours du genre, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. Et en même temps, les parents, ils sont aussi en décalage avec cette nouvelle vie. Ils essaient de faire bien, mais ils s'habillent dans un truc un peu trop extravagant, Oui. etc. Et en fait, ce qui redonne du peps à leur vie, c'est le fait que les trois sorcières apparaissent, qu'elles fassent un bal du diable, on peut dire ça, complètement délirant, et où ils dansent jusqu'au bout de la nuit. Et d'ailleurs, au moment où le sort s'arrête, parce qu'elle meurt et que du coup le jour se lève et donc l'envoûtement s'arrête et donc ils peuvent arrêter de danser. En fait, ils sont tous super contents en disant on a vraiment passé une incroyable soirée et je pensais pas qu'on pouvait s'amuser encore plus qu'à Los Angeles dans cette bourgade. Toutes ces réceptions, j'en ai marre. Non, puis les sorcières, elles ont permis du coup à Max de se rapprocher à nouveau de sa petite sœur, dont il s'était un peu éloigné à cause du déménagement et de sa crise d'adolescence. Ça lui a permis de se trouver sa copine. Ouais. Ça leur a permis de se faire un nouvel ami, même s'il meurt, Zachary Binks.
Tout ça, ça leur a permis d'avoir une leçon de vie, de grandir. Ouais. Donc les sorcières, puis même les sorcières, tu sais, t'as ces scènes où genre Winifred, donc qui est jouée par Bette Midler, oh mon dieu, Trop bien. tellement un bel exemple de comédie physique, genre elle a réussi à trouver le point où tu dépasses le cabotinage et où ça reste bon. Ouais. Genre elle en fait tellement trop tout le temps que c'est juste extraordinaire. Moi, elle me fait rire. Je veux dire, même quand la caméra est pas centrée sur elle, tu vois qu'elle est tout le temps dans son personnage, que ses yeux, ils font tout le temps des petits mouvements. J'adore ça. Non mais d'ailleurs, parlons du coup du personnage complètement improbable de Cathy Najimy, où là, c'est vraiment l'échec de la comédie physique, quoi. Où en fait, elle a un tic physique qui est fait d'avoir la bouche tordue et qui la bloque complètement dans son jeu. Alors ça marche bien le premier quart d'heure, et après, elle est coincée en fait avec ce gimmick là physique, et ça la bloque complètement dans son jeu, quoi. Bah, c'est quand même une très bonne comédienne. Ouais. Je veux dire, ça fonctionne quand même, mais c'est vrai que elle, tu vois, parfois, je la regardais et je regardais du coup sa bouche pour voir si elle la tenait tout le temps. Enfin, c'est le genre de truc, ça me stresse. Je me dis, si la personne, genre, elle arrive pas à tenir son truc, c'est comme regarder un concert et me dire, merde, si le musicien arrive pas à chanter cette note, et ça me stresse. Donc, je ressens un peu ça avec Cathy Najimy quand elle joue à son personnage. Ouais. Mais j'aime quand même beaucoup Cathy Najimy. Ah oui, moi aussi. Mais tu vois, là où Sarah Jessica Parker, par exemple, son personnage est plus facile à tenir. Parce qu'elle est tout le temps Oui. dans un truc hyper sensuel, et du coup, elle le tient bien, et ça lui permet une liberté de mouvement physique qu'elle s'autorise, alors que Cathy Najimy, elle est bloquée. Ouais. Mais alors Cathy Najimy, elle est un peu coincée, en fait. Physiquement, tu sens que ça la coince. Ouais. En fait, c'est ça que j'ai pas que c'est une actrice, juste tu sens que ça la coince dans son jeu, et que du coup, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle jouait comme elle a envie de jouer, quoi. Oui, alors que Bette Midler, c'est bon. Après, voilà, c'est la sorcière principale. Tu vois qu'ils lui ont donné aussi, même dans le scénario, plus de largeur, enfin un plus grand éventail d'émotions et de choses à jouer. Parce que il y a même ces scènes, genre quand elles pensent qu'elles vont pas arriver du coup à survivre jusqu'au lendemain. Et t'as une scène où genre elle est genre complètement abattue par la tristesse, genre je dois dire adieu au monde, adieu. Ah ben oui, c'est inutile. Je ne retrouve pas les ingrédients. J'ai absolument besoin de mon grimoire. C'est la fin. Oh non. La fin. Alors c'est la fin. Nous sommes condamnés. Le souffle glacé de la mort vient glisser sur ma nuque. Oh. Et c'est trop bien. Et je trouve que tu vois, c'est ces petits moments-là où elles ont beau être techniquement les méchantes du film, tu t'attaches vachement à elles. Carrément. Et je pense que c'est... déjà, ils ont vraiment eu de la chance d'avoir un casting pareil. Ouais. Et aussi, les effets spéciaux pour l'époque, franchement, pour un film comme ça, tiennent plutôt la route. Oui. Aujourd'hui. En tout cas, ça passe pour un film pour enfants. Ouais. Parce qu'il y a un côté aussi très coloré, très... Le film a fait un gros four au box-office quand il est sorti. Bon, en même temps, ils l'ont sorti en plein milieu de l'été, alors que c'est un film plutôt... Enfin, ça se passe à Halloween, Ça n'a quoi. aucun sens. Et ça, c'est sorti en même temps que Jurassic Park ou d'autres trucs énormes. Donc du coup, ça fait un gros four au box-office. Et c'est lorsqu'il est sorti en VHS que c'est devenu une espèce de succès populaire. Et maintenant, t'as des cinémas qui, pour Halloween, jouent en boucle Hocus Pocus. Enfin, c'est devenu un gros... Non, mais ils ont même refait la danse il y a pas très longtemps pour, je sais plus, les 27 ans du film. Oui. Et là, ils vont faire une suite. Ah bon? Là, ils sont en train de tourner la suite. Ouais. Ah, incroyable. Je serais curieux de voir à quoi ça va ressembler. Mais, avec les mêmes actrices ou? Ouais, avec les actrices. Bon, Michel, c'est quoi, toi, du coup, t'as des expériences avec la sorcellerie? Moi? Tu veux dire nous?
Oui, peut-être des expériences qu'on a eues ensemble. Je veux dire, quand on vivait à Lille, enfin, quand tu vivais à Lille, parce que on en a fait un peu quand je vivais à Lille et que je vivais à Calais, que je venais te rendre visite à Lille, je me souviens qu'on cherchait des rituels de magie blanche sur Internet et qu'on les imprimait. C'est le truc pour les 4 coins, genre tu dois faire une invocation au nord, enfin bref. Et c'était quoi, c'était Wolo, Meas Manus, Benevolentiam, Essai. Oh mon dieu. Il fallait répéter 10 fois en regardant le nord, ou je sais plus, il y a des trucs comme ça. Oui, on était ce genre de gamin qui aimait les expériences avec le paranormal. Et du coup, on recherchait en avoir davantage. Donc, on cherchait des rituels de magie blanche, je vous rassure. Pas de et on cherchait désespérément à Lille des magasins de magie. Alors, il y en a qui ont fini par ouvrir, fermer, etc. Mais c'était compliqué d'en trouver. Oui. Et on guettait un peu. On allait à Canterbury, dans le magasin de magie de Canterbury en Angleterre. Non, mais les tarés, quoi. Ah oui, tu te souviens la fois où il y avait le mec qui parlait qu'il avait des fées dans son jardin et que le pauvre vendeur ou la vendeuse était obligé de lui tenir le crachoir. Genre, mais oui, mais moi tous les week-ends, je vois des fées dans mon jardin et je les aperçois. Ouais, je me souviens. Non, mais c'était absurde. Mais on allait quand même se faire des day trips à Canterbury, en Angleterre, depuis Calais. Et notre étape obligatoire, c'est le magasin de magie. On a acheté, je sais plus, des poudres de perlimpinpin, je sais plus. Mais... Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté de l'encens à la myrrhe. D'ailleurs, je précise, n'essayez jamais de faire un rituel avec Louis lorsque vous n'avez pas l'habitude de gérer des bâtons d'encens. Et qui vous dit non, le bâton d'encens, c'est facile à éteindre. Tu mets un peu de salive sur tes doigts et t'appuies dessus. Je me suis fait une énorme cloque sur le doigt comme ça. Le pouvoir de la persuasion et de l'envoûtement. C'est beau. Oui. Non, mais en dehors de ça, on faisait aussi des séances de spiritisme dans ta chambre. Et franchement, on en a fait qui faisaient peur. Non, mais qui faisait super peur. Et après, moi, j'entendais. J'étais sous les combles et j'entendais, du coup, après des trucs rampés. Ça m'est tellement fait peur que j'avais insisté pour changer de chambre pendant quelques semaines. Tellement je flippais la mort. Ouais. C'était horrible. J'ai cru qu'il y avait des morts vivants ou une espèce de larve géante qui était au-dessus de moi, qu'on avait invoquée et qui allait me manger. En plus, non, celle où il y avait la larve géante après sur mon plafond. Où le truc qui rampait, c'était celle où moi j'étais pas là. Oui, mais c'est vrai que pendant qu'on la faisait, on entendait un truc ramper au-dessus. Et après, mais moi, pendant plusieurs semaines, j'ai entendu un truc ramper, quoi. Pardon. Et ça m'avait tellement fait peur que je m'étais barré, j'avais changé de chambre. Et après, je me disais, c'était possible, c'était quand même des cons, c'est aussi que c'était un nid d'oiseaux ou un truc comme ça. Oui, ou même des rats. Franchement, il y a pas très longtemps, j'ai dormi dans une chambre où il y avait des souris dans les murs. Et quand tu ne sais pas que c'est des souris dans les murs, t'as l'impression qu'il y a des esprits qui courent dans le plafond et autour de toi. Donc c'est... Ouais. Je veux dire... on ne sait pas ce que c'était. Mais oui, ça c'est un peu les souvenirs que j'ai d'adolescent. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien, et tu vois, des trucs justement comme Hocus Pocus, ça me stimulait pas mal l'imagination. Parce que du coup on voyait des bougies, des trucs, enfin ça reprend aussi un peu tout ce mysticisme populaire de la bougie, etc. Bougie à flamme noire, faite avec la graisse d'un pendu. Et qui se comporte pas exactement comme on attend que ça se comporte. Et puis il y avait aussi, je veux dire, toi tu m'as fait découvrir Buffy contre les vampires. Grande série au Panthéon que vraiment faut voir. Alors c'est un peu vieilli mais quand même c'est un truc vraiment à voir si vous savez pas quoi binger pendant les prochaines semaines. Binger Buffy contre les vampires. Et dedans il y a un personnage de sorcière et en plus la sorcellerie elle arrive de manière assez douce
Et alors, un peu kitsch parfois, mais de manière assez douce chez les Oui. personnages. Mais c'était vachement stimulant pour l'imagination, parce que du coup, on avait envie aussi de le reproduire, et on sentait un truc aussi, finalement, c'est proche d'une sensation, quoi. Dans Buffy contre les vampires, le personnage donc de Willow, qui forcément était mon personnage préféré, c'est une sorcière, mais aussi qui se découvre attirée par les femmes. Et Buffy contre les vampires, c'est une des premières séries de grande audience qui a du coup montré un couple lesbien qui s'embrassait et qui avait une vie normale. Ça faisait partie du personnage, mais c'était pas le seul, c'était pas le truc principal du personnage. Non, qu'elle c'est était même lesbienne. d'ailleurs, moi j'étais étonné là en les re-regardant, je sais pas, il y a 2-3 ans, à quel point, donc dans la saison 4, on découvre du coup l'homosexualité du personnage de Willow, où c'est pas dit jusqu'au dernier ou avant-dernier épisode de la saison, alors qu'on Ouais. voit la romance se nouer tout au long de la saison. Et en fait, c'est verbalisé à un seul moment, à la toute fin de la saison, où il y a le personnage de Willow qui demande à Buffy, on s'est un peu éloigné, j'espère que c'est pas à cause, je sais pas, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais genre j'espère que c'est pas à cause du fait que je vois Tara ou que je fréquente Tara. Donc avec sa copine, et c'est juste dit ça, et Buffy qui fait ah non pas du tout, aucun problème quoi, c'est juste on s'éloignait pour d'autres Oui, raisons. c'est un non-problème en fait. Ouais, et après ça continue et c'est un peu plus assumé, mais ça vient de manière hyper douce quoi. Et donc, forcément, je veux dire, moi, en tant que, et je pense que toi aussi, en tant qu'adolescent qui aussi commence à comprendre son homosexualité euh, et qui aime bien les trucs un peu magiques, et forcément, tu te vois dans ce personnage et t'as envie d'un peu reproduire les mêmes choses, Ouais. mais dans un sens positif. C'est pas pour dire que les homosexuels amènent vers Satan et la sorcellerie. Bah aussi, mais c'est pas Même grave. si c'est vrai. Non, mais c'est effectivement des vrais endroits de libération à un moment où, moi, je me souviens, dans le lycée, on nous apprenait, enfin dans le collège, on nous apprenait que l'homosexualité, de toute façon, c'était qu'une phase et que de toute façon, si t'étais gay, t'allais avoir le sida et mourir, quoi. Oh mon dieu, non mais c'est horrible quand je repense aux trucs qu'on a vu et vécu dans cette école. Bon, et j'en ai vécu d'autres après dans d'autres, mais c'était c'était pas le fun, comme on va dire. Mais ouais, du coup la magie c'était un peu un lieu de D'émancipation, oui, d'émancipation. et d'être dans la marginalité, mais de manière puissante aussi, quoi. C'est un lieu de puissance, Oui, la c'est magie. ça. Mais de puissance Et autre. je pense aussi dans une autre mesure Harry Potter, ça a été aussi un truc qui a beaucoup plu, notamment, bon, ça a plu à la population en général, aux jeunes de notre époque, mais je pense que ça a eu une résonance particulière chez les personnes queer et chez les personnes, même pas que queer, juste qui se sentaient pas à leur place dans la société. Parce que ça te donne un peu la promesse que tu t'es toujours senti différent. C'est parce qu'en fait, tu appartiens à ce monde plus vaste, plus magique, qui serait... Oui, non, mais c'est ça. Et où, je veux dire, où tu sais que ton potentiel, tu pourras l'exprimer dans un autre espace qui te laissera être qui tu es dans toutes tes dimensions. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment mal au cœur que J.K. Rowling ait récemment pris un virage assez transphobe, à faire beaucoup de déclarations transphobes, parce que je pense que pour beaucoup d'enfants transgenres, l'idée de Poudlard, ça a été, et d'Harry Potter, ça a été aussi un espace de libération, Ouais. d'émancipation, au moins dans l'imaginaire. Parce qu'il y a plein de personnages dans son univers qui, tu vois, ont pas, par exemple, pas une forme définie, ou qui évoluent, qui
qui sont fluides. Et bon, moi je pars du principe qu'une œuvre d'art et un univers, même si il y a une personne qui l'initie, par exemple Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, J.K. Rowling avec Harry Potter, une fois que ça a touché suffisamment de monde, les gens s'approprient aussi cet espace et l'univers n'appartient pas qu'à cette première personne, en fait. Donc, si vous aimez Harry Potter, comme moi, j'ai beaucoup aimé Harry Potter, il n'y a pas de problème, même si vous n'êtes pas d'accord avec J.K. Rowling. Ça me fait penser que un truc que ces films ont, je dirais, brossé, enfin, genre effleuré, mais pas assez exploité. Et c'est peut-être pour ça que on reste coincé dans le male gaze. C'est tout le rapport au féminisme, et tu le disais plus tôt. Juste de l'émancipation vis-à-vis du patriarcat, mais une vraie émancipation, pas juste l'émancipation par la mort ou la descente dans les ténèbres, quoi. Parce que le mouvement des sorcières, bon, il y a plusieurs mouvements de sorcières, d'ailleurs il y a plusieurs formes de sorcellerie, enfin, c'est un peu c'est assez intéressant en fait de... C'est ultra intéressant. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui écrivent sur ça. Alors en France, il y a un livre qui fait un peu référence récemment, c'est un livre de Mona Chollet, donc qui est une autrice féministe et qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, et qui est très intéressant parce que si elle prend pour le coup le contre-pied de la violence envers les sorcières, et en disant en fait les sorcières elles ont quand même gagné malgré tous les procès qui ont été faits, les tortures, les assassinats, les meurtres. Les sorcières elles ont quand même gagné en fait parce qu'elles sont quand même là et elles ont quand même montré des images fortes et positives, et il y a quand même eu des femmes indépendantes, des femmes qui refusaient d'enfanter, il y a quand même eu des vieilles femmes qui ont continué à exister et à avoir une existence propre malgré cette idée de la sorcière. J'avais lu aussi qu'elle disait que c'était un peu ironique comment la pop culture avait un peu dépolitisé l'image de la sorcière. Et on avait fait un personnage un peu fantasque, un peu comme on voit dans Hocus Pocus, alors que une grande partie de ce qui a nourri cet imaginaire actuel, ça a été des violences énormes des hommes sur les femmes, menant à la mort de centaines de milliers de femmes dans des conditions horribles, sans parler de toutes celles qui ont été torturées. Donc, c'est... Tout ce qu'il y a derrière un peu ces accusations de sorcellerie, souvent c'était ces femmes qui ne rentraient pas dans le cadre patriarcal de la femme soumise au foyer, qui enfantait et qui s'en tenait à ça. Souvent, c'était des personnes qui s'y connaissaient dans l'art de la guérison, beaucoup de sages-femmes, de personnes du coup qui aidaient tout ce qui était le contrôle de la fertilité. Absolument. Les personnes qui faisaient de l'avortement, qui aidaient les gens à contrôler leur fertilité. Et c'est aussi tout le rapport à la sexualité. Une chose qu'on oublie avec les sorcières, c'est qu'on accusait non seulement les sorcières de jeter des sorts et de commettre des actes diaboliques, mais la pire chose dont on pouvait les accuser, c'était une transgression sexuelle, c'était d'avoir échappé à leur mari pour coucher avec le diable. Quand c'était pas juste des femmes, on accusait des femmes de coucher ensemble, donc elles étaient des sorcières. C'est tout le rapport au corps qu'ont les femmes. Mais absolument, et qu'elles choisissent d'avoir, quoi. Dans en plus un truc un peu bestial ou avec un soupçon de bestialité. Et ça, pour le coup, dans Aquelarre, qui tourne quand même beaucoup autour de la lubricité,
Pierre Delancre, lui, il est complètement obsédé par l'idée d'une relation sexuelle avec le diable et Oui, et avec ses femmes et avec le diable. Je pense que c'est un ouais. peu les deux, ouais. Ah Mais oui, du coup, les deux se mêlent. En ouais, fait, c'est que pour lui, la femme, elle appartient au diable. ouais. Et il est complètement obsédé par cette idée-là, quoi. Mais et donc c'est pas, je dirais, c'est pas un hasard qu'aujourd'hui des mouvements féministes, aussi écologistes et Mm, mm, mm. queer se réclament de la sorcellerie. C'est vrai que ce qui est pour le coup montré dans aucun des 3 films non plus, c'est le rapport à la nature. Que la sorcière est aussi un être de nature et, Oui, et qui fuit la civilisation pour retourner dans la nature, pour vivre avec la nature, pour écouter les cycles de la nature. Et ça, c'est complètement absent. alors ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve que The Witch, pour le coup, montre ce côté-là, mais montre cette vision de la nature qui est une vision du coup plus historiquement plus ancienne de la nature comme quelque chose de violent, d'incontrôlable. Vraiment, tu sais, l'idée du wilderness Mhm. en anglais, qui englobe cette famille de puritains qui essaient de s'installer face à la forêt, mais finalement, la nature et ses êtres maléfiques finissent par les avoir. Tu sais, ils essaient de domestiquer, enfin, ils essaient de planter du maïs, mais le maïs ne pousse pas. Ouais, ouais. Euh, Ils ont peur des loups qui ont peut-être mangé leur enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée très américaine aussi, ça. Oui, Tu vois, de la frontière naturelle, enfin, qui était la frontière. oui, Alors qu'en Europe, c'est un truc qui a été assez peu. Le territoire, il est maîtrisé depuis longtemps. oui. Et Alors effectivement, que non, mais alors je que vois ce les que tu veux dire, ouais. colons, oui, alors que les colons, en fait, ils se confrontaient à une nature qu'ils ne maîtrisaient pas, Ouais. euh, où les Premières Nations qui étaient déjà là et les peuples aborigènes étaient déjà à l'aise dans cet environnement Ouais. naturel. Et d'ailleurs, je pense que pour eux, la façon dont ils les percevaient, c'était un peu comme des êtres voilà, qui vivaient un peu dans cette nature limite diabolique. Ouais. Euh, mais c'est d'ailleurs dans The Witch, il y a aussi le père qui fait euh, qui a une espèce de monologue sur le fait qu'il a été consommé par son hubris de vouloir dompter la nature euh, et, et que c'était sa faute et que c'est pour ça qu'il était puni. Hmm. Je trouve qu'un thème qui est aussi intéressant dans ces films et qui est difficile d'éviter quand tu parles de sorcellerie et de sorcières, de chasse aux sorcières, c'est le thème de la religion. Et du rapport entre la religion et Ouais, la ouais. sorcellerie. Comment l'un a défini l'autre. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans The Witch, c'est vraiment cette idée que la religion poussée dans son extrême t'amène forcément aux ténèbres que tu cherches à combattre. Hmm. Ok. Parce que eux, en gros, cette famille, ils s'installent face à cette petite forêt où il n'y a personne autour, parce que le père était tellement extrême que même le village de Puritains où ils vivaient finissent par Lui comment- demander, enfin, le mener à l'exil, à Oui, c'est l'ostraciser. ça. Oui, lui demander de s'exiler parce que il était trop sévère dans sa pratique de la Hmm, hmm, religion. hmm. Et tu vois, dans son délire de sauver les âmes de sa famille, mais c'est-à-dire en leur faisant vivre des conditions de vie atroces, c'est Hmm. comme une espèce de... Tu sais, il cherche absolument à expier le péché par la souffrance et tout ça, que en fait tu deviens toi-même le démon que tu décris chez les autres.
Mais lui, par exemple, il n'est pas démoniaque dans The Witch. Non, il devient pas démoniaque, mais il arrive quand même un moment où il, tu sais, il est tellement aveuglé par sa foi que il décide même plus de croire sa fille. Il l'enferme dans un truc. Finalement, ses deux autres enfants se font trucider parce qu'il les a tous les trois enfermés dans une grange où il y a la sorcière qui arrive à la fin. Euh, je pense que tu vois, c'est aussi c'est son hubris qui finit par mener la gamine à signer avec le diable. Il l'a pas assez défendu, même face à la mère, où à la fin la mère elle vire complètement folle et elle essaie de tuer sa fille. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord, ouais. Mais tu vois, moi, j'ai pas forcément vu un propos si important sur la religion. Moi, je m'attendais plus à ça, en fait, en regardant The Witch. À ce qu'il y ait un propos plus fort sur la religion. Mm. Et en fait, je trouve il y a pas beaucoup de propos. Je trouve que ça dit pas grand chose de la religion. Si ce n'est que c'est un système de croyance et que du coup, comme tout système de croyance, il t'éloigne de la vérité. Enfin, il te permet de vivre, mais il t'éloigne de la vérité. Mm. Mais je trouve que ça dit pas beaucoup plus de trucs que ça, tu vois. Et moi, j'ai pas perçu, en tout cas, ce côté de il a voulu être dans la foi la plus pure et donc du coup, il en paye le prix parce qu'aveuglé par sa foi, quoi. Et d'ailleurs, on n'a aucun autre élément de comparaison pareil, ailleurs dans le film pour justifier que les gens, par exemple, dans le village, ils s'en sortent mieux. Oui, c'est vrai. Tu vois, on sait pas, on sait juste que eux, ils payent, que lui, il se fait ostraciser parce qu'il a une lecture radicale Mm. qui le met en désaccord avec le reste de la communauté et donc du coup, il se fait exiler de la communauté avec sa famille. Mais ensuite, la communauté, elle est complètement inexistante dans le film. Elle disparaît complètement. Oui. Et du coup, on sait pas, tu vois, si eux, ils sont soumis ou pas, s'il a eu raison de faire ça ou pas, tu vois. Et je trouve que j'ai pas l'impression que le film porte un propos sur ça. Hmm. Tu vois, contrairement à Kellar, par exemple, où à Kellar, ça tourne plus quand même autour de la religion et le film tient, même si c'est un propos assez léger, on n'est pas dans Ah, Pasolini? Pasolini, merci. Tu vois, on n'est pas dans les critiques que Pasolini peut faire, tu vois, sur la religion, quoi. Oui. Non, non, Ou, non. mais à quelle heure il porte déjà un peu plus un propos, quoi, tu vois. Alors je trouve que The Witch, il porte pas vraiment de propos. C'est un décor, mais Moi, je dirais que The Witch a un propos peut-être plus subtil qu'Akelar sur la religion. Je trouve qu'Akelar verse limite plus dans la caricature, où en fait, il y a tout un truc sur le fait que l'inquisiteur Pierre de l'Ancre devient Lucifer. Tu vois, les filles qui sont emprisonnées, elles finissent par le surnommer Lucifer en disant c'est Lucifer, c'est lui le diable en fait. Et même à la fin, la scène du sabbat, d'ailleurs, Akelar, ça c'est vraiment ma déception de ce film, c'est qu'il y a une grosse scène de sabbat à la fin, qui, je veux dire, c'est un peu tout ce que t'attends pendant le film, et il y a certains trucs dans cette scène qui sont réussis, mais l'ensemble, je trouve, tient pas la route, et ça non, verse, mais ça marche pas du tout, quoi. ça verse dans le malaisant et le... Ah, et puis ça invalide en plus une partie du propos où justement on voit quand même la reconquête de ces filles-là sur les hommes, sur l'inquisiteur, Oui, sur le curé, et on voit quand même au début elles sont complètement démunies et elles reconquièrent comme ça par leur intelligence, leur sororité, oui, leur échange d'informations. On voit qu'elles arrivent à récupérer, à regagner du terrain, à regagner du pouvoir sur eux pour espérer s'en sortir. Et leur enjeu à elles, c'est d'attendre d'ailleurs la libération des hommes par les hommes du village qui devraient rentrer de la pêche. oui. Et c'est aussi, en fait, j'ai d'y penser, mais c'est vrai que c'est un peu gênant que leur espoir, c'est d'attendre que les hommes reviennent. Et donc cette scène du sabbat, c'est censé être du coup un peu la consécration de leur prise de pouvoir, et dans Oui. l'idée que peut-être ça va marcher ou pas marcher, mais censé être la consécration de leur prise de pouvoir. Et en fait, ça vrille dans un truc complètement hystérique. Où en fait, elle réalise complètement le fantasme de Pierre Delacre. Ouais. Genre, elle se transforme en espèce de bête qui vocifère des cris, genre... Non mais la gamine contorsionniste,
Je suis désolé. C'était peut-être pas c'était pas une très bonne idée à la base, mais c'était vraiment très mal Ouais, puis c'est exécuté. ultra mal filmé cette scène aussi, quoi. Elle est vraiment mal filmée, mal montée. C'est dommage. Ce que j'aime dans cette scène, sont les couleurs. Ouais. T'as un petit peu un côté enivrant que j'aime bien. Le jeu des actrices. En plus, c'est con parce que le jeu des actrices est bon dans cette scène. Oui. Mais l'acteur l'acteur qui joue, c'est pas l'acteur principal, mais l'acteur masculin principal, par contre, son jeu tout va complètement en vrille. Ouais. Où là, je trouve, c'est de la mauvaise direction. Ouais. Parce que là, c'est vraiment genre, je veux dire, t'as l'impression de regarder une pièce de théâtre où le mec doit jouer l'extase entre l'extase spirituelle et l'extase orgasmique, et c'est pas bon, c'est vraiment trop. Ouais. C'est vraiment trop, c'est mal filmé. Et du coup, je trouve que ça retire le propos du film. Justement. Ouais. Parce qu'en plus, elles réussissent à se barrer. Oui. Et en fait, elles se font ravoir. Enfin, il y a un truc hyper bizarre, quoi, de... Et puis c'est trop bizarre. En fait, t'as plusieurs moments dans cette scène où tu te dis ça tient pas debout. Et pas parce que je veux dire, moi je regarde un film, tu peux avoir un personnage de femme qui s'envole après cette couverte de sang, je me dis bah ça tient debout dans le film. Mais là ça tient pas debout parce que d'un coup elles encerclent l'inquisiteur et puis elles le capturent. Il y a personne qui fait rien. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça dure super longtemps. Et en plus, ce qui est dommage, ça me revient là, mais malgré tout, le film part quand même un peu de l'indépendance des femmes, etc. Parce que quand elle raconte, du coup, ces scènes de sexe et de débauche avec le diable et le supposé sabbat, son inspiration à elle pour trouver ça, c'est en fait les moments qu'elle passe entre copines ou entre femmes du village dans la forêt. Et où elles se racontent des histoires, elles passent du temps ensemble en fait. Moi j'ai aimé ces scènes. Moi j'ai trouvé que c'était des belles scènes. Non, et c'est très intéressant parce que justement là on montre aussi qu'elles ont du coup leurs envies, leurs désirs, elles passent du temps ensemble à s'amuser, à se raconter des trucs, à imaginer. J'en sais rien, à un moment elles parlent de leur futur mari, qui dit ah non, moi je me marierai jamais. Non, et c'est vraiment le moment où pour le coup, tu crois au fait que c'est une bande de copines juste du village qui par moments vont dans la forêt pour rigoler, danser, et puis c'est tout. Ouais. Et ça sert d'inspiration, du coup, pour elle raconter en enjolivant, en donnant à fantasmer. Et du coup, ça montre aussi le décalage des hommes qui, en fait, n'ont aucune idée de ce que peuvent faire des femmes de leur temps libre. Oui. Aussi. Parce qu'en fait, elle raconte d'une manière fantastique des choses assez banales. Et là, du coup, cette scène-là rend un truc où, du coup, ça se transforme quand même en espèce de truc acrobatique nul. Ouais. Ouais, non. C'était une déception, cette scène. Mais et effectivement, comme tu dis, en plus, elle a attendu pendant au moins la moitié du film, quoi. Oui. Mais c'est ça, parce qu'elle dit oui, on va vous montrer le sabbat demain soir ou dans 3 nuits, lors de la pleine lune. C'est-à-dire, tu te dis, bon, j'ai envie de voir le sabbat parce que là, on me le tease tellement, je veux dire, on me titille tellement avec. Ils auraient pu aboutir à un résultat moins ridicule ou moins malaisant si ils avaient un peu mieux monté le truc. Ah bah si c'était mieux monté, si ça avait été mieux tourné avec d'autres plans et si ça avait été mieux joué. Bah surtout mieux joué pour le mec. Parce que pour le coup, je trouve les filles... Bon, à part celles qui en fait trop, là... Lucifer. Putain, ils ont trouvé une... Alors, je sais pas quel âge elle a, mais cette actrice... En plus, mais elle a l'air assez jeune, hein. Ouais, elle fait très jeune. Un peu contorsionniste, enfin bref. Et je pense pas que ce soit une mauvaise actrice pour autant. Mais c'est... Ouais, c'est roue libre. En fait, c'est ça, c'est roue libre. Et en fait, c'est pour ça tu as l'impression que ça manque de direction. Et c'est dommage parce que même à plusieurs moments dans le film, il y a des moments où tu crois vraiment que c'est des potes et que c'est vraiment une bande de copines. Il y a des moments où ça marche moins bien. Oui, parce qu'elles se méfient d'ailleurs un peu les unes des autres à des moments, ou alors ça prend pas. Et moi, bon, c'est peut-être à cause de mon expérience de théâtre.
aussi bien en tant qu'acteur que personne qui a travaillé dans un théâtre. Mais moi, quand ça me rappelle des exercices de théâtre, ça me saoule, en fait, ça me fait sortir du film. Parce que j'ai l'impression que c'est des exercices d'improvisation qui ont été filmés. Et parfois, ça peut marcher, mais souvent, tu vois qu'il y a un côté artificiel. Ouais. Là où, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans The Witch, c'est que, moi, en tout cas, je crois totalement à la famille. Ah oui, carrément. Et je trouve que pour le coup, c'est la marque d'un bon réalisateur, de quelqu'un qui a bien dirigé le truc, parce que tu vois vraiment la dynamique familiale, tu crois vraiment que c'est la fille des 2 parents, qu'elle est sœur avec les 2 autres. Non, mais complètement. Et d'ailleurs, The Witch, c'est un film ultra agréable à regarder. Il y a Oui. un vrai plaisir. On sent que quand même le réalisateur, il aime l'image. Oui, Il aime passer du temps. Il aime aussi montrer des choses très spécifiques. Justement, son travail de recherche dans les musées, etc. Il montre ça aussi. Il y a oui. une espèce de réalisme, de naturalisme qu'il a essayé de reproduire dans son Ouais. image. D'ailleurs, la plupart Euh, du film est tourné en lumière naturelle ou à la bougie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est tourné à la bougie ou en lumière naturelle. Il y a Mhm. très peu de spots et ça se sent. Et du coup, il y a un vrai plaisir aussi de la mise en scène, de la séquence, du montage. Enfin, c'est très très agréable à regarder, quoi. Tout à fait. Mais c'est, tu vois, je pense que pour Les Sorcières d'Akelar, je vois ça plus comme un manque de direction ou de direction claire. Bah, on sent aussi que Agüero, c'est un jeune réalisateur qui est pas non plus passé par un cursus. Enfin, par exemple, si on regarde que ce soit Hocus Pocus ou c'est vraiment la machine Disney, Oui. où il y a une équipe de malades derrière et ça se sent. Même d'ailleurs, c'est un peu chelou et tu sens que le film a été charcuté parce que il tient pas très bien d'ailleurs d'un point de vue du scénario et du rythme des scènes. Et je dirais c'est vraiment le casting qui soutient le film. Pour le coup. Mais c'est la machine hollywoodienne. On sent que Robert Egger, lui, il a quand même une carrière de malade et que le mec, c'est un acharné de boulot et qu'il s'est aussi entouré de gens excellents pour faire son film. Oui, parce que même si c'était son premier film en tant que réalisateur, j'ai vu, il avait une énorme expérience en tant que production designer. Non Je sais mais pas. non mais c'est ça. Il a mis en scène beaucoup de pièces au théâtre. Il a accompagné beaucoup de choses à la télévision. Il a fait de la radio. Enfin, c'est un peu un touche à tout et c'est pas un novice. Il avait aussi une une bonne équipe derrière lui. Le film a un budget raisonnable. Agüero, c'est son deuxième film. Le mec il fait plein de trucs, mais dans des modes de production qui sont beaucoup moins institutionnalisés, comme ça peut l'être dans le cinéma nord-américain. Et du coup, c'est un autre registre, quoi. Et, Ouais. et c'est aussi un film qui a des moyens assez légers. Louis, quelle œuvre d'art ou chose que tu as vue récemment que tu recommanderais pour soit une évocation de la figure de la sorcière ou l'idée de la sorcellerie ou et ça n'a pas besoin d'être le thème principal, mais quelque chose qui t'a marqué de ce point de vue-là. Alors, moi, il y a 2 trucs. C'est je recommande, j'en ai pas tout à l'heure, mais vraiment fortement, Sorcière de Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes. C'est vraiment vraiment un ouvrage que je recommande. Parce que déjà ça ouvre à la pensée de Mona Chollet et aussi ça ouvre à une pensée du féminisme de manière assez large et complète parce que du coup on y mélange des phénomènes de société historique, de construction mentale, et tout ça dans un enchaînement qu'on comprend bien et qui permet bien de comprendre comment peut fonctionner le patriarcat ou au contraire la lutte contre le patriarcat. Mm. Et sinon, moi je suis en train de lire pas mal de choses autour du chamanisme en ce moment. Oui. Et plutôt des chamanismes du Nord, chamanisme asiatique ou de Sibérie, donc en Asie aussi, enfin c'est en Asie la Sibérie.
Et du coup, il y a des choses très intéressantes aussi parce que souvent, dans le chamanisme d'Asie du Nord, les femmes sont aussi plus puissantes que les hommes. Et la figure du chaman, elle est bien spécifique parce que c'est une figure un peu transverse qui est en même temps médicale, en même temps amicale mais dangereuse. Il faut se méfier. Il y a une connaissance de l'autre monde et ça permet aussi d'avoir des vies à la marge que d'être chaman, d'avoir Mm. une vie érangée et très ancrée dans la société, mais avec un rôle qui offre beaucoup de liberté socialement. Ça permet de l'homosexualité dans des zones en Sibérie par exemple où c'est très mal perçu. C'est possible en étant chaman d'avoir des relations homosexuelles par Mm. exemple, qu'on soit homme ou femme. Euh, Enfin voilà, ça permet d'avoir des vies à d'avoir des vies à la marge, tout en étant ancré dans la société. Et du coup, c'est vrai, je trouve que c'est des choses vraiment intéressantes, quoi. Mm. Mais d'ailleurs, c'est Et quelque chose toi? que tu retrouves aussi, juste Ouais. pour continuer sur ce que tu disais, c'est aussi quelque chose que tu retrouves dans pas mal de sociétés aborigènes d'Amérique du Nord, en tout cas. Parce que je connais pas personnellement pour l'Amérique du Sud, mais où tu as, dans tout ce qui est lié au chamanisme et à ces personnes dans ces sociétés qui avaient du coup euh, le rôle d'établir un lien avec le monde des esprits et qui pouvaient être aussi conseillers en, en médecine, même aussi pour des décisions politiques. Tu retrouvais pas mal de deux esprits. Donc deux esprits, c'est un terme repris par des Premières Nations et aborigènes d'Amérique du Nord pour décrire les personnes qui euh, sentent qu'ils ont une part de leur esprit qui est plutôt masculin et une deuxième partie qui est féminine, et donc qui rentrent dans l'éventail queer. Donc ils peuvent avoir des relations homosexuelles ou ça peut être des personnes que chez les occidentaux européens on décrirait comme transgenres, mais eux c'est une perception autre du coup de, de ce type d'identité. Et c'est vrai que souvent ces personnes pouvaient être retrouvées dans le rôle de chaman ou donc où ils avaient un rôle d'importance dans la société du fait de leur identité qui était moins on va dire moins commune, mais qui était unique. Alors moi, des choses que je recommanderais, alors j'ai vu une série sur Netflix récemment, et je pense qu'elle est disponible un peu partout parce que je crois qu'elle est produite par Netflix, qui s'appelle Brand New Cherry Flavor, avec une actrice enfin plusieurs acteurs et actrices que j'aime beaucoup, mais notamment l'actrice principale qui a joué dans Undone et aussi Alita Battle Angel, que j'aime beaucoup. Et il y a le personnage d'une sorcière dedans, qui s'appelle Bolo. Et c'est un personnage de sorcière que j'avais jamais vu auparavant. Donc il s'inspire plus de traditions sud-américaines, mais qui est... en tout cas, elle apparaît comme une femme, je dirais dans sa fin de cinquantaine, début soixantaine, qui est assez badass, mais en même temps un peu à la marge. Et bon, tu découvres un peu plus tard qui est pas non plus, qui est plus fluide dans son genre que juste une femme. Et c'est un personnage qui a des côtés assez pas très sympathiques, mais qui est vraiment intéressant. Je trouvais que c'était vraiment un personnage de sorcière comme j'en avais pas vu depuis longtemps, ou même pas vu du tout, et j'ai trouvé ça chouette. Bon, j'avais regardé aussi la série Sabrina sur Netflix, qui était pas terrible, mais qui abordait la sorcière peut-être d'une façon plus féministe, je trouvais. Surtout vers les dernières saisons où il y a le côté où où en gros le groupe de sorcières décide
de se libérer du pouvoir de Satan pour ensuite plus se rattacher à Hécate, qui est une déesse, une divinité plus féminine, et plus se recentrer sur la féminité. Et j'ai trouvé ça intéressant, même si la série était pas ouf. J'avais préféré le comic dont c'était inspiré, qui pour le coup verse davantage dans le, dans le satanisme et les trucs sombres, mais qui donnait des trucs vraiment intéressants. C'est juste dommage qu'ils aient... Enfin, parce que le créateur de la série, c'est aussi le créateur du comics, et en fait, je pense qu'une fois qu'il s'est lancé dans la série, il a un peu arrêté le comics, donc c'était un peu dommage. Mais voilà, mais après, tu m'avais parlé, Louis, d'un spectacle que tu avais vu à Avignon. Spectacle de danse, je crois, qui avait l'air super cool. Tu m'avais montré des extraits et ça m'a donné vraiment envie de le voir. Même si c'était un super spectacle, on retrouve aussi, même dans les gestes et dans les pas, quelque chose de traditionnel avec des membres cassés, des doigts qui se cassent. Alors c'était hyper cool à voir, c'était hyper beau. En plus, c'était dans la cour d'honneur du Palais des Papes. C'était trop bien. Mais malgré tout, on restait quand même dans quelque chose de très classique, quoi, en termes de représentation de la femme. C'était Sonoma de Marcos Moraú. Moi, la prochaine sorcière que j'ai très hâte d'aller voir au cinéma, c'est Björk, dans le rôle de Slavic Witch dans The Northman, de Robert Eggers, qui est un réalisateur que j'aime vraiment jusqu'ici, dans les films que j'ai vus de lui, soit The Witch ou The Lighthouse. Donc Björk, qui, si vous avez entendu notre épisode sur Dancer in the Dark, c'est un peu ma chanteuse préférée. Et qui est une bonne actrice quand elle est bien dirigée. Et donc elle va jouer le rôle d'une sorcière slave, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être très cool, et j'ai très hâte de voir ça, tant plus que effectivement Robert Eggers, c'est vraiment un réalisateur que j'aime bien suivre. Je vous recommande aussi The Lighthouse, avec Willem Dafoe et Robert Pattinson, où c'est vraiment très cool, mais c'est un peu dérangeant. Et c'est pareil, là on retrouve aussi ce plaisir de l'image, du montage, de la séquence, avec des vraies références, des vraies citations de cinéma, des utilisations de caméras à l'ancienne, des montages de décors à l'ancienne, et en citant vraiment, quoi. Aussi, c'est vraiment très intéressant à voir. Oui. Si vous aimez le cinéma, c'est des films très intéressants à regarder, et en plus, c'est des films qui sont chouettes. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Je terminerai sur une anecdote. C'est que j'avais, pour mes 25 ans, donc mon anniversaire, c'est mi-mars, donc aux alentours du solstice de printemps. Non, pas solstice de printemps, équinoxe de printemps. Et donc, c'était mes 25 ans, donc c'était le quart... Enfin, tu sais, le quarter life crisis, le quart de la vie. Et c'était en 2015. Ouais, je m'étais dit, tu sais quoi, c'est rigolo, on va faire ça pour l'équinoxe de printemps, parce que ça tombait, je pense, le 21 mars, du coup, le samedi. Il me semble. Hein. Et du coup, j'avais dit, tu sais quoi, le thème pour mon anniversaire, ça va être païen, fête païenne. Mais quand j'ai proposé ça à mes invités, en plus, je sais pas, moi j'avais fait un événement Facebook où l'image principale c'était une licorne. Dans ma tête, je me disais, païen, ça va parler aux gens, tu vois. Païen, les esprits de la nature, tu sais, un peu. Et j'avais mis dans la description, franchement, vous l'interprétez comme vous voulez, juste venez avec des fleurs dans les cheveux, ça me va. Les gens avaient été, mais complètement, je sais pas, traumatisés par le truc. Il y en a plusieurs qui m'avaient envoyé des messages genre, mais je sais vraiment pas quoi mettre pour païen. Je fais non mais j'en sais rien, les elfes, les fées, tu tapes païen sur internet, tu vois ce que ça veut dire et tu l'interprètes comme tu veux. Je veux dire, et ça va, c'est mon anniversaire.
Et moi, bah, je m'étais marré, tu vois. À l'époque, j'avais décoré mon appartement, j'avais acheté des trucs, genre des soleils que j'avais accrochés au plafond, des lunes, des étoiles. Devant ma chambre, on avait fait une espèce de faux petit hôtel avec des bougies. Et j'avais préparé un faux rituel du printemps. Et les gens, quand ils sont rentrés dans l'appartement, qu'ils ont vu le petit hôtel qui donnait sur ma chambre, mais je te jure, j'ai vu des regards de terreur. Ses amis, genre, ultra mal à l'aise. Non mais c'est ça. Et moi j'avais mis une robe de sorcier, tout ça. Et et du coup à un moment j'avais fait le rituel pour lancer l'arrivée du printemps. Ouais. Où pareil j'avais collecté des trucs sur internet, j'avais fait un gloubi-boulga de différents rituels pour annoncer le printemps. Et j'avais attaché une petite pochette de fleurs en plastique au plafond. Et je devais tirer une languette pour qu'à la fin, les fleurs tombent sur les gens. Ouais. Donc, déjà, tout le monde est en train de manger. Puis, t'as couché. Bon, bah, maintenant, on va faire le rituel du printemps. Les regards de terreur. Je vois que les gens ont envie de s'enfuir. Je fais, non, mais vous en faites pas. Pas grand-chose à faire. Juste, vous restez là. Il y aura une petite danse à faire. Vous en faites pas. Donc, on a fait un cercle. J'avais mon amie Lucie que j'avais nommée grande prêtresse qui devait m'apporter ma baguette magique. Et du coup, j'ai récité le rituel du printemps, genre nous accueillons le printemps à l'est, à l'ouest et à l'est, que de bonnes choses nous arrivent. Tu sais, c'était un truc vraiment gentil. Ouais. Et après, j'ai dit, et maintenant, nous allons faire la danse rituelle. Et du coup, je commence à faire la danse de la Macarena et je fais, suivez-moi. Et du coup, on fait tous la danse de la Macarena. Et du coup, je lève mon bras au plafond et je fais Let the spring begin. Et je tire le truc et en fait la pochette, plutôt que de s'ouvrir, est tombée du plafond et est tombée sur ma tête. Mais les gens après étaient trop fous, genre ils avaient trop aimé. Mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, j'ai pas osé, j'ai vraiment hésité à venir parce que je pensais que ça allait être un truc dark. On avait sacrifié des animaux et j'ai fait, non mais vous me connaissez, genre. Ouais, moi j'imagine un peu la fête, c'est un peu la fête du dieu Pan où t'as des gens qui ont un peu des fleurs et qui dansent et qui boivent et qui jouent de la musique. Enfin voilà, c'est des trucs un peu comme ça. Mais tu vois, je me demande si en Amérique du Nord, pagan, c'est pas un peu plus, du coup, anti-chrétien, quoi. Tu vois, un truc aussi qui est, Ouais, ou Wicker Man. ouais, qui est un film assez cool d'ailleurs. Alors, ne regardez pas la version avec Nicolas Cage. C'est pas la bonne version qu'il faut voir. Ah, vous pouvez la regarder, hein, mais pour d'autres raisons. Oui. Surtout une scène avec des abeilles. Mais le film des années 70, c'est vraiment cool. Moi, je voulais juste, avant de terminer cet épisode, raconter pourquoi est-ce qu'on a choisi 3 films et pas 2. Bah, à la base, on était parti sur 2 films. On était parti sur Hocus Pocus et The Witch. Mais c'est vrai que c'est toi qui as fait remarquer qu'il y avait ce film qui venait de sortir en France et dont j'avais entendu parler, que j'avais vraiment hâte de voir, Les Sorcières d'Aquelar. Et en fait, en ayant vu ce film, je me suis dit, c'est vrai que The Witch et Hocus Pocus, ça montre quand même des figures de sorcières qui sont négatives, en tout cas diaboliques, etc. Et il y avait ce film qui venait de sortir, et je trouvais que en tout cas, on l'a regardé avant de se décider, et de décider du coup de l'inclure pour avoir une vision un peu plus large de la sorcière, et de pas se cantonner simplement à une vision maléfique, et que ça nous permettait aussi à nous d'ouvrir de manière plus globale, du coup, sur la figure de la sorcière, quoi. Ouais. Non, et je suis content qu'on l'ait fait parce que c'est... Et je te dis, ça m'a un peu surpris en fait de voir qu'on parlait un peu de la figure de la sorcière qui était historiquement à peu près au même moment, pas forcément dans la même région du monde, mais tu sais, même les sorcières d'Hocus Pocus, c'est la fin du XVIIe siècle, donc c'est aussi ce même imaginaire, et comment du coup cette chasse aux sorcières du Pays Basque a aussi nourri
cet imaginaire qui s'est transmis Mm. dans le reste de l'Europe et l'Amérique du Nord. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et aussi que ça prenne à contre-pied l'image de la sorcière, où autant Hocus Pocus que The Witch, ça part du principe que oui, il y a des sorcières au sens où il y a des êtres, Surnaturel, maléfique, qui font un pacte avec le diable. oui, qui tuent des bébés non baptisés pour se couvrir de leur graisse après l'avoir battu au pilori. Et c'est horrible cette scène. Alors, Mais ça m'avait traumatisé quand je l'avais vu. Alors qu'Akelar, ça prend le contre-pied, c'est-à-dire non, c'était juste des femmes qui menaient leur vie, pas forcément telle que les hommes l'entendaient, et elles Ouais. ont eu le malheur de se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, tu vois, ça raconte aussi une histoire du peuple basque, quoi, Oui, qui a été autonome, qui a longtemps refusé à jouer de son ingéniosité pour essayer de pas s'intégrer au royaume de France ou d'Espagne, de maintenir ses particularités, ses modes de vie spécifiques. Mm. Ouais. Non, c'était vraiment intéressant. Et voilà, malgré toutes les critiques que j'ai pu porter contre le film Les Sorcières d'Akelar, c'est quand même un film que j'ai trouvé bon et que j'ai bien aimé voir. Et je Carrément. pense qu'il vaut le coup d'être vu. Ouais. Ces 3 films valent le coup d'être vus. Hocus Pocus pour le côté bonbon. C'est un film franchement qui me fait rire, qui me fait un peu rêver. The Witch, c'est plus un film, je pense, pour l'amour du cinéma, de l'art cinématographique en tant que tel, et aussi du genre horrifique. Ouais. Parce qu'il y a des trucs quand même assez angoissants. Il n'y a pas trop de sursaut, mais c'est plus de l'angoisse profonde Ouais, carrément. et de très belles images. Et Akelar, je trouve qu'il a une très belle photographie. Les images sont très très belles. Ouais. Mais c'est plus ce côté historique et un peu voilà, un exercice sur un thème qu'on a vu et revu, mais Ouais. d'une autre façon. Tout à fait. Voilà. Bon, on va pas vous lancer de sortilèges, mais on espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des recommandations de films sur des sorcières ou sorciers, d'ailleurs merci, on a déjà reçu certaines, dont Harry Potter, forcément. Nous, ce sont des films qui nous plaisent bien. Oui, partagez-les avec nous, on les regardera avec grand plaisir et peut-être qu'on en reparlera à un autre moment ou un temps un peu bonus ou je sais pas sur le Facebook ou quoi, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous en parler, ouais. Et puis, on vous fait de gros bisous. On vous souhaite de vous gaver de bonbons. Oui. Et si cet épisode vous a plu, eh ben, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites-nous de la pub. Non, franchement, sans déconner, faites-nous de la pub, parlez de nous si vous avez aimé cet épisode, Oui, parce que c'est plus chouette et ça permet aussi d'en parler. Contactez-nous, venez discuter avec nous. Il y en a qui le font, qui se l'autorisent, et c'est vraiment super. Que ce soit pour des trucs agréables, pour nous remettre en question aussi, c'est vraiment hyper intéressant. Nous, non, on c'est adore ça. ça, c'est aussi notre démarche. Et donc, partagez, notez les épisodes sur les applis, faites-nous des retours, abonnez-vous au Facebook, à la page Facebook Popcorn et Gredou. Oui. Non, mais c'est ça. Je vais dire, si vous avez aimé cet épisode, demandez à un de vos amis de l'écouter. Comme ça, vous pouvez en discuter. Exactement. Et faites-vous des soirées films où vous mettez les 3 films d'un coup. Oui. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous. Nous, on aime bien. C'est aussi comme ça qu'on grandit. Hein. Puis même si on reste pas d'accord, eh ben, c'est pas grave. On peut quand même s'aimer. Oui. On dirait que c'est vous les aigres et c'est nous les doux, et c'est tout. Ça, on vous fera comprendre que vous avez tort, mais gentiment. Et au pire, on vous lancera un sort. Voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Bon. Eh ben, Allez. Des bisous. bisous. Et puis, à bientôt. Voilà.